et on va voir, ça va déclencher l'enregistrement. C'est à vous, Agnès. Bonjour à vous tous. Merci de me rejoindre au Vietnam, dans ce pays où je suis allée plusieurs fois pendant que j'habitais à Singapour. Voilà, un pays que j'aime beaucoup, que je vais vous présenter à la fois voilà, à travers le temps, à travers l'espace. Donc, comme vous le voyez sur cette carte, le Vietnam est un pays très allongé, avec à peu près 3500 km de côte, bordé par la Chine au nord. Vous voyez ma petite flèche, donc la Chine, ou le Laos, qui est aussi assez allongé, le Cambodge, le golfe de Thaïlande à l'ouest et la mer de Chine à l'est et au sud. Alors ce pays comptait en 2020 97 millions d'habitants, composé de plusieurs ethnies réparties sur tout le territoire. Le peuple majoritaire est celui des Viettes, qui a donné le nom donc, au pays. Alors attendez, là, voilà. Qui sont surtout le long des plaines, le long des grands cours d'eau. Ensuite, un peuple qui est apparenté, les Muong, qui vit surtout dans les montagnes au nord, mais qui n'a pas été marqué, contrairement aux Viettes, par l'affluence chinoise, dont je vous parlerai après. Les autres ethnies sont les Chinois du Vietnam, les Khmers dans le sud, hein, c'est-à-dire les habitants du Cambodge, les peuples Thaï, apparentés au Laos et aux Siamois, c'est-à-dire c'est l'ancien nom de la Thaïlande, les Hmong dans les montagnes du nord-ouest, où nous irons ensemble tout à l'heure, et les Cham, entre le centre et le sud. Il y a aussi d'autres ethnies montagnardes, comme les Hmong, réparties dans les montagnes du centre du pays. Alors avant que nous partions donc en voyage, je voudrais juste que vous notiez donc l'emplacement de ces villes dont je vais vous parler. Nous irons ensemble donc à Hanoï, vous voyez la capitale au nord, à Haiphong. Nous irons aussi ensemble à Hue. Je vous parlerai aussi de Da Nang. Et aussi, vous voyez où se trouve donc Ho Chi Minh Ville, qui est en fait le nouveau nom de Saigon. Alors, au Vietnam, donc on parle le vietnamien, à peu près 80% de la population, qui est une langue appartenant à la famille astro-asiatique, qui a des points communs avec le thaï et le khmer, mais qui a intégré énormément de mots chinois. Le vietnamien est une langue compliquée, car elle comprend 6 tons. Alors déjà, le mandarin que j'ai essayé d'étudier, qui en comprend 4, est compliqué, mais donc le vietnamien est très difficile à apprendre. Mais ce qui rend les choses plus faciles, c'est qu'il utilise l'alphabet latin. Les Vietnamiens ont utilisé des caractères chinois jusqu'au XIIIe siècle, puis ont inventé leur propre système d'écriture, le nom. Et c'est au XVIIe siècle qu'un jésuite français, Alexandre de Rhodes, a introduit l'alphabet phonétique romanisé. Donc voilà le nom de la langue, hein, de la façon de l'écrire, Quoc Ngu. Donc aujourd'hui, on peut écrire le vietnamien avec des caractères chinois dans des occasions spéciales ou plus pour voilà, des décorations, des œuvres d'art. Mais cette écriture, Quoc Ngu, est devenue l'écriture officielle du pays en 1918, dans le système scolaire donc pour les Vietnamiens, sous la pression des colonisateurs. Et l'idée, c'était de déraciner les mouvements indépendantistes qui étaient liés à l'intelligentsia qui, elle, savait lire le chinois. C'était aussi pour rendre plus facile la formation des interprètes, qui faisaient le lien donc, entre la population indigène et les colons. Et cette écriture est maintenant l'écriture officielle des administrations depuis 1954. Et malgré une influence chinoise toujours omniprésente, le Vietnam demeure le seul pays du sud-est asiatique qui a une écriture en caractère latin. Alors, un peu d'histoire. Je vous ai dit qu'on va suivre une frise voilà, chronologique. Alors, bon, je vais commencer par la légende de la création du pays. Donc, le peuple viet serait né des amours de la reine fée Oko, issue du feu, et du seigneur dragon, Lac Long Kang. En fait, Long veut dire le dragon, issu de l'eau. Mariés malgré leur nature différente, ils auraient donné naissance à 100 œufs, d'où seraient sortis 100 enfants. L'eau et le feu ne pouvant demeurer mariés, donc les deux prennent la décision de se séparer. Donc on le voit sur cette image. 50 des enfants descendent vers la mer, guidés par leur père, et 50 autres suivent leur mère sur la montagne, ce qui va constituer toutes ces minorités voilà, des montagnes. L'aîné des fils
parti avec leur mère, deviendra le souverain d'un royaume, Vanlang, le pays des hommes tatoués, situé dans le delta du fleuve Rouge, donc dans le nord, et fonde la dynastie Rongbang. Ensuite, un nom important à retenir, donc c'est Dongsong. C'est le nom donné à une culture ancienne de l'Indochine, nommée d'après un village du nord du Vietnam où on a découvert des vestiges, donc ces objets en bronze. Et ce qui montre que la culture du bronze est arrivée en Indochine depuis le nord, probablement au début du premier millénaire avant notre ère. C'était un peuple qui cultivait le riz. Ils ont transformé le delta du fleuve Rouge au nord du Vietnam en une grande région productrice de riz. La culture Dongsong est considérée comme la base de la civilisation de cette région, jusqu'à l'arrivée des Chinois au IIe siècle avant notre ère. Alors, ce qui est intéressant, et j'ai appris ça donc, quand j'étais à Singapour, c'est que donc, cette culture avait des échanges avec d'autres peuples d'Asie du Sud-Est, et l'influence de leur art s'est étendue sur une région qui couvre, outre l'actuel Vietnam, le Laos, le Cambodge et jusqu'à l'Indonésie. Donc, on a retrouvé tous ces objets rituels en bronze, souvent décorés de motifs humains ou d'animaux, moulés par la méthode de la cire perdue. Alors, je ne sais pas si vous savez ce que c'est, mais dans laquelle le métal fondu remplace un modèle de cire. On fait un modèle en cire, on fait ensuite un moule. Donc, quand la cire fond avec l'arrivée du métal, voilà, on peut ensuite donc, couler ce qu'on essaye de faire. Et donc, on retrouve surtout des tambours rituels et des haches. Et le plus gros tambour a été retrouvé à Bali, ce qui montre bien qu'ils avaient voyagé déjà à l'époque jusqu'à l'Indonésie, ce qui montre l'étendue des échanges commerciaux dès cette époque. Alors, ensuite, quelques dates. Alors, une chose très importante donc, à savoir, c'est qu'en gros, pendant un peu plus d'un millénaire, le Vietnam a été possession chinoise. Tout d'abord, quand la dynastie Han s'est emparée du royaume du Nam Viet. Alors, en chinois, Nan veut dire le sud, et en vietnamien, voilà, Nam veut dire le sud. C'est dans le contexte de la lutte pour l'indépendance vis-à-vis de la Chine que s'est forgée une conscience nationale viet, même si la nation vietnamienne qui va émerger et reste très marquée par la culture chinoise, par les structures politiques, par la culture, etc. Devenu indépendant en 939, le Dai Viet, donc le nom du pays, continue néanmoins de reconnaître la suzeraineté de l'Empire chinois et de lui payer un tribut. Donc à partir du Xe siècle, la trame de l'histoire du pays va se confondre avec l'expansion des Viet vers le sud du pays, via un processus de conquête territoriale qu'on va appeler Nam Tien, la marche vers le sud. Le Dai Viet doit à plusieurs reprises lutter pour conquérir ou défendre son territoire face au royaume du Champa, puis à l'empire mongol, et plusieurs dynasties vont se disputer la souveraineté du pays. Voilà, donc là, jusqu'au XVe siècle, les pays Viet doivent partager le territoire de l'actuel Vietnam avec le Champa. Donc là, c'est tout ce qui est en vert sur la carte, le pays des Chams, avant qu'une défaite les oblige à se replier sur un territoire plus réduit et à accepter la domination des Viet. Ensuite, donc, des territoires khmers, donc là en bleu, vont être conquis lors de cette marche vers le sud. Voilà, l'ethnie Viet va tenir un rôle décidément prépondérant dans sa formation en tant qu'État. Et c'est à ce moment-là que le bouddhisme du grand véhicule, Mahayana, va devenir religion d'État. Donc, le Dai Viet va être divisé en deux, donc de la fin du XVIe jusqu'à la fin du XVIIIe siècle. Alors, la famille Trinh domine le nord et ceux de la famille Nguyen vont dominer le sud. Donc, c'est un nom vietnamien effectivement assez courant, que vous avez déjà entendu. Les visiteurs étrangers appellent Tonkin le nord du Vietnam, gouverné par les Trinh. Et ce nom est donc dérivé de Dongking, la capitale de l'Est, ce qui aujourd'hui est Hanoï. Tandis que le territoire des Nguyen au sud va être appelé par les étrangers, donc les colons, la Cochinchine. Ce nom a été inventé au XVIe siècle par les navigateurs portugais pour désigner la région de Da Nang. Vous avez vu, c'est à peu près à mi-chemin entre le nord et le sud.
Les Nguyen vont finir par l'emporter et la dynastie va régner sur tout le pays, rebaptisé à ce moment-là le Vietnam, puis Dan Nam, mais connu en Occident sous le nom d'Annam. Et Annam veut dire le sud pacifié. En 1802, donc devenu empereur sous le nom de Jialong, Nguyen Han inaugure le règne de la dynastie Nguyen et va devenir le premier souverain à régner sur le Vietnam tel qu'on le connaît aujourd'hui, donc de la frontière chinoise au golfe de Thaïlande. Le nom de Annam, dénomination de l'ancien protectorat chinois, continue d'être utilisé par les Occidentaux de manière officieuse pour désigner le pays dans son ensemble. Hein, si vous avez lu des romans, et je vous donnerai des titres tout à l'heure, on parle des Annamites, donc c'était les habitants du Annam. En 1838, l'empereur choisit de rebaptiser le pays d'Ainam, le grand État du Sud, tout en continuant d'utiliser le nom Vietnam dans ses échanges avec la Chine. Donc le pays est victime des incursions des puissances occidentales après avoir été pendant 1000 ans sous domination chinoise. Donc la conquête française du Vietnam, qui va s'étaler sur plusieurs décennies, est à la fois religieuse et commerciale. En 1862, le Second Empire s'empare de la Cochinchine, la partie sud du pays. Et dans les années 1880, l'expédition du Tonkin permet à la République française de parachever la conquête du territoire vietnamien. La partie du pays qui restait sous le contrôle donc des Nguyen est soumise à un régime de double protectorat qui la divise administrativement en deux. L'ancien royaume d'Annam est désormais divisé en 3 entités, donc là vous allez voir un petit peu plus clair, toutes placées sous contrôle français, donc la Cochinchine que vous voyez au sud, et les protectorats du Tonkin, donc dans le nord, et de Annam. Ces régions vont elles-mêmes être intégrées en 1887 à l'Indochine française. À ce moment-là, donc la dynastie Nguyen va être maintenue, mais n'a un pouvoir que symbolique. Alors maintenant, nous allons nous arrêter pour visiter Hue, puisque je vous ai parlé donc des empereurs. Alors voilà, nous sommes arrivés donc le long de la rivière des parfums, dans cette capitale impériale où se trouvent les tombeaux des empereurs vietnamiens. En 1637, le seigneur Nguyen Hoang bâtit une citadelle sur le site de l'actuelle Hue et la baptise Phu Xuang. La Dame Céleste lui était apparue en 1601 et avait prédit que celui qui élèverait une ville à cet endroit aurait un avenir glorieux. Donc voici la pagode de la Dame Céleste, voilà, qui est vraiment le symbole de Hue. Et tout autour de la pagode s'étend un beau jardin très paisible, avec toutes sortes d'arbres, des poivriers, pamplemoussiers, des jacquiers, etc. L'importance de cette place forte régionale va grandir en même temps que la puissance de la famille Nguyen. Donc, ils vont être chassés en 1771 par une révolte, mais reviendront 30 ans plus tard. Et quand, donc, en 1802, donc, il devient empereur, Nguyen Han, il établit donc sa capitale et la rebaptise Hue à ce moment-là, ce qui est une déformation de Roa qui signifie harmonie. Elle supplante alors la capitale du Nord, Tan Long, l'ancien nom de Hanoï, et restera capitale jusqu'en 1945, date de l'abdication du dernier empereur. Hue est la capitale du bouddhisme vietnamien et compte 300 pagodes pour 1 million d'habitants. Donc la cité impériale que vous voyez sur la photo a été édifiée entre 1805 et 1832. Elle comprend 10 portes, entoure la cité impériale qui elle-même entoure la cité interdite. La citadelle est de style Vauban, mais la cité impériale nous rappelle fortement la cité interdite à Pékin, avec simplement, il y a plus d'animation, voilà, pas mal de gens qui se baladent. Dans l'enceinte de la citadelle, on trouve les 9 canons, génies gardiens de la citadelle, qui ont été fondus en 1084. Ils portent les noms des 4 saisons et des 5 éléments, terre, feu, eau, métal et bois.
Toutes les cérémonies importantes ont eu lieu ici, notamment lors de la présentation des résultats au concours Mandarino. Alors, si un jour j'ai l'occasion de vous parler donc, de la culture chinoise, voilà, je vous parlerai de ces concours qui ont duré pendant pratiquement 2000 ans donc, dans l'Empire de Chine. Et comme le système existait aussi au Vietnam, on le retrouve ici. Alors là, vous voyez si vous voyez ma flèche, vous voyez que les tuiles sont jaunes. Et voilà, ceux qui connaissent la culture chinoise savent que c'est une couleur qui était donc réservée à l'empereur. Donc cette tuile était à l'endroit où l'empereur se tenait. Les femmes n'ont eu accès à ce bâtiment qu'en 1922. La cité interdite a été endommagée en 1885 par les Français, puis en 1968 par les bombardements américains. Dans le palais de l'Harmonie suprême, donc là voilà, je vous passe quelques photos, c'est-à-dire la salle du trône où l'empereur donnait audience pour les mandarins, les 1er et 15e jours du mois lunaire, les colonnes sont décorées de dragons à 5 griffes, qui est aussi un symbole donc, de l'empereur, aussi bien en Chine qu'au Vietnam. La porte des femmes, là ici, est la porte de la vertu. Et le palais de travail de l'empereur a été détruit. Donc, voilà, vous voyez, des très belles couleurs, voilà, bien conservées. Donc on arrive maintenant vers le pavillon dynastique, Rien Kam, qui était pour rendre un culte aux 10 empereurs. Vous voyez les 9 urnes, hein, ces grosses urnes en bronze, les plus grandes du Vietnam, qui avaient été fondues pour symboliser les pouvoirs de la famille royale, et chacune est dédiée à un empereur. Donc derrière ce pavillon se trouve le pavillon de la splendeur, le plus haut bâtiment de la cité impériale, et il est interdit de construire un édifice plus élevé que ce pavillon dans l'enceinte de la citadelle. C'est très beau, très orné. Alors maintenant, bon, on va en ville. Donc voilà, je vous ai mis cette scène qui est très très typique du Vietnam avec énormément de vélos, de motos. Alors retournons donc, le long du fleuve. Ensuite, voilà, on va aller visiter donc, les tombeaux des empereurs. Donc le deuxième empereur, lui, voulait que son tombeau ressemble à la cité impériale. Ben, vous voyez, hein, le même genre de toit, les mêmes couleurs. Il fut un souverain très puissant, Ming Mang, et le jardin a la forme du signe de la longévité. Alors je vais vous en montrer plusieurs, on va le voir partout. Voilà, un dragon, toujours le dragon. Voilà ces jardins, c'est très beau, très paisible. Donc ça, c'est très très chinois, c'est le genre de choses qu'on retrouve à Pékin, par exemple. Voilà, je vous parlais du signe de longévité. Donc en fait, c'est un ancien caractère chinois, voilà, qui signifie le fait de vivre longtemps, qui est vraiment la bénédiction, je dirais, la plus courante dans la culture chinoise. Et on en verra d'autres, hein, donc retenez bien ce dessin. Voilà, on continue de se promener. On peut y passer la journée, hein, c'est très, très beau. Alors on arrive maintenant. Donc l'empereur Tuduc, qui a fait construire sa résidence de 1864 à 1867, au milieu d'un parc. Il voulait en faire un endroit où il pourrait se retirer du monde, et l'endroit lui servira plus tard de tombeau. On y trouve un pavillon avec une stèle sur laquelle il a écrit le récit de sa vie. Et cet empereur a été celui qui a eu le plus long règne. C'est lui qui a connu l'arrivée des Français et qui a dû leur céder les provinces du delta du Mékong. Donc ensuite, voilà, donc là on continue à pied. Voilà, vous voyez toujours les signes de longévité. Hein, je vous montre avec la flèche. Là, là, tout en haut aussi. Encore ici. Alors ça, c'est une technique qui est assez courante d'utiliser en fait des bouts de poterie pour les mosaïques. Alors ensuite, on arrive donc au tombeau suivant de l'empereur Caiding. La construction a duré 11 ans et elle a utilisé des matériaux les plus modernes pour l'époque. Donc là, en fait, en ciment, béton. Donc c'est un mélange de styles européen, asiatique, moderne et ancien. C'est assez étonnant. Alors ce qui est dommage, c'est que voilà, c'est devenu très, très noir. Ça n'a pas été nettoyé. C'est magnifique à l'intérieur, mais on n'avait pas le droit de prendre de photos. Donc voilà, je ne peux pas vous montrer ça. Voilà tous les gardiens.
Toujours les dragons. Alors, ensuite, donc voilà cet empereur, Bao Dai, qui a régné jusqu'en 1945. Il est le 13e, le dernier monarque de la dynastie des Nguyen, dernier empereur du Vietnam, qui doit abdiquer en 1945. En 1949, durant la guerre d'Indochine, il est ramené au pouvoir par les Français, qui lui donnent le titre de chef d'État du Vietnam. Mais en 1955, il est renversé par son premier ministre, Ngo Dinh Diem. Il va passer le reste de sa vie en exil en France, où il meurt en 1997. Donc la Seconde Guerre mondiale va porter un coup fatal à la domination française en Indochine. Ça va être le cas d'ailleurs dans toute l'Asie du Sud-Est. Quelque part, la guerre et l'occupation japonaise a montré que les Occidentaux n'étaient pas invincibles. Et ça va être aussi le début de tous les mouvements indépendantistes. En 1945, les Japonais démantèlent l'administration française. Quelques mois plus tard, le Viet Minh, mouvement indépendantiste contrôlé par le Parti communiste indo-chinois de Ho Chi Minh, dont je vous parlerai après, profite de la capitulation du Japon pour prendre le pouvoir sur une partie du territoire et proclamer l'indépendance du Vietnam. Les Français reprennent le contrôle du pays, mais l'échec de leur pourparlers avec les indépendantistes conduit à la guerre d'Indochine, qui va durer de 1946 à 1954. Alors que le gouvernement français tente de trouver une issue politique, le général Henri Navarre, nommé en 1953 chef des forces françaises en Indochine, décide de bloquer la pénétration de l'armée populaire vietnamienne au Laos en établissant à Dien Bien Phu, donc ça c'est un nom que tout le monde connaît, un camp supposé imprenable. Dès la fin 1953, le général Giap envisage de prendre le camp pour porter un coup décisif au dispositif français. En février 1954, on envisage la tenue d'une conférence de paix à Genève pour aborder la situation donc en Corée, où la guerre s'est terminée depuis une année, et en Indochine. Mais à la mi-mars, avant l'ouverture des porte-parlers, l'armée populaire vietnamienne entreprend le siège de Dien Bien Phu, que Giap veut prendre pour que son camp soit en position de force lors de la conférence. Doté d'armes chinoises modernes et donc d'une puissance de feu que les Français n'avaient pas du tout anticipée, les troupes de Giap prennent au piège les troupes de l'Union française. Donc là, vous voyez où est Dien Bien Phu, dans une cuvette. Alors attendez, j'ai plus accès à la petite flèche. Enfin bon, vous voyez sur la gauche. Le siège, qui se déroule dans des conditions effroyables, va durer près de 2 mois. 15 000 membres des troupes de la France et l'État du Vietnam, donc 4 000 parachutés en renfort durant la bataille, sont impliqués dans les combats. Le camp finit par tomber le 7 mai, alors que la conférence de Genève s'est ouverte depuis une dizaine de jours et que la question de l'Indochine est sur le point d'être abordée. 3 000 hommes environ sont tués dans la bataille et la plupart des autres faits prisonniers. Donc ce conflit, qui aura fait plus de 500 000 victimes, aboutit à la dissolution de la Fédération indo-chinoise, qui comprenait donc le Vietnam, le Cambodge et le Laos, ainsi qu'à la sortie de l'empire colonial français des pays la composant. En 1954, les Français se retirent de l'ancienne Indochine française, tandis que les accords de Genève séparent en deux le territoire du Vietnam. Cette division va durer jusqu'à 1976, en créant 2 États rivaux, dont aucun n'est reconnu par l'ONU, avec comme frontière provisoire le fameux 17e parallèle nord. Le Vietnam devient un des principaux théâtres de manœuvre de la guerre froide. Le Nord-Vietnam est dirigé par un régime communiste, la République démocratique du Vietnam, avec Ho Chi Minh comme président. Sur la photo, on voit l'armée populaire vietnamienne, composée de Viet Minh luttant pour l'indépendance et qui était en majorité communiste. Le Sud-Vietnam devient la République du Vietnam, fermement anticommuniste et soutenue par les États-Unis. Le président Ngo Dinh Diem, à la fois chef de l'État et chef du gouvernement, est doté par la Constitution de pouvoirs très étendus qui lui permettent à tout moment de suspendre les libertés et de décréter l'état d'urgence. Donc, ce qui ouvre la voie à un système dictatorial. Des groupes d'opposants persécutés par le régime de Diem se regroupent sous l'impulsion des réseaux communistes clandestins et fondent en décembre 1960 le Front national de libération du Sud-Vietnam, FNL, qu'on a appelé Viet Cong. Tout ça est un peu compliqué.
L'hostilité entre les deux États vietnamiens, le Sud refusant d'organiser le référendum prévu par les accords de Genève, tandis que le Nord essaye de récupérer le Sud et soutient donc cette insurrection du Front national de libération, conduit à une implication accrue des États-Unis et au déclenchement de la guerre du Vietnam. Donc à Hue, on trouve un pavillon qui abrite la voiture à côté de laquelle le vénérable Thich Quang Duc s'est immolé par le feu en plein cœur de Saigon pour protester contre la répression anti-bouddhiste du régime du président Diem. En 1963, lors de la fête de l'anniversaire de Bouddha, Vesak, la police interdit le port des bannières et 10 000 fidèles se heurtent aux forces de police. Les images de la mort de Thich Quang Duc font le tour du monde. Madame Nhu, la belle-sœur du président, va contribuer au discrédit du régime en raillant publiquement les barbecues. C'était pas très fin. Cela déclenche une crise politique qui conduit à la chute du régime. Ce moine est maintenant vénéré comme un bodhisattva et son cœur est resté intact malgré sa mort par le feu. Donc vraiment un martyr de la cause. En 1965, une division de marines américains débarque sur la plage de Da Nang, à peu près au milieu du pays, marquant le début de l'intervention directe des troupes américaines. Le Nord-Vietnam envoie à la guérilla des armes et des renforts de troupes de l'armée populaire vietnamienne via la piste Ho Chi Minh, un ensemble de voies de communication dont la partie terrestre passe par le Laos, le Cambodge et le nord-est de la Thaïlande, ainsi que par des bretelles d'entrée au sud du Vietnam. Bon, vous imaginez bien que la production agricole dans ce pays qui est essentiellement rural va s'effondrer. Les bombardements au napalm, donc ça vous avez vu ça dans des films dont je vous parlerai à la fin, la guerre chimique avec l'usage de défoliants comme l'agent orange ravage les campagnes vietnamiennes, causant de nombreuses victimes civiles, ainsi qu'un véritable désastre écologique et sanitaire. Mais la guérilla, tout en subissant de lourdes pertes, n'en poursuit pas moins ses attaques. En 1968, juste avant les festivités du Tet, donc c'est le nom du nouvel an vietnamien, le Front national de libération et l'armée populaire vietnamienne vont lancer une offensive surprise à travers tout le sud du Vietnam. Et donc cette offensive va prendre les Américains comme les Sud-Vietnamiens complètement de court. Les combats se déroulent jusque dans les rues de Saigon, où l'ambassade américaine elle-même est prise d'assaut. L'offensive va être finalement repoussée et se solde par de très lourdes pertes pour le Viet Cong, qui laisse une grande partie de ses troupes. Les massacres commis par la guérilla ternissent son image. Cependant, l'opération marque profondément l'opinion internationale et constitue une victoire psychologique pour le camp communiste. Et là, donc, on trouve le récit dans ce roman dont je vous parlerai après, le riz noir. Hein, retenez juste ça. Le conflit s'avérant insoluble et de plus en plus impopulaire, les États-Unis vont se retirer en 1973 à la suite des accords de Paris. En 1975, le Nord-Vietnam réalise l'offensive finale contre le Sud-Vietnam et l'annexe, voilà, de facto. Le 2 juillet 1976, le pays est officiellement réunifié sous son nom actuel de République socialiste du Vietnam, dont la capitale est Hanoï, qui était donc la capitale du Nord et qui devient maintenant la capitale de tout le pays. C'est à ce moment-là que l'ancienne capitale sudiste, Saigon, est rebaptisée Ho Chi Minh Ville. Dans la deuxième moitié des années 70, alors que le pays traverse de très graves difficultés économiques au sortir de la guerre et que la radicalisation du régime se poursuit, la fuite des populations s'accélère. Et c'est à ce moment-là, donc on parlera des boat people, tous ces gens qui vont, 3 millions de personnes qui vont fuir vers l'Occident. Pour la seule année 79, 250 000 boat people fuient le pays dans des conditions parfois dramatiques, en partant avec rien, sur des petits bateaux. Allié à l'URSS durant la guerre froide, le Vietnam demeure actuellement un régime à parti unique, dont le marxisme-léninisme reste l'idéologie officielle, même si le pays a libéralisé son économie à partir des années 80. Le 9e congrès du parti, en 2001, a confirmé le choix d'une économie, entre guillemets, d'une économie socialiste de marché et de la cohabitation entre une libéralisation économique et un régime politique autoritaire. Bon, j'arrête maintenant avec l'histoire et nous allons visiter Hanoï, dont je viens de vous parler. Alors, son nom en vietnamien veut dire « la ville entre les fleuves ». Donc, elle est située sur les rives du delta
du fleuve Rouge. Sa population est estimée à peu près 7 millions d'habitants. Et elle est la deuxième ville la plus peuplée du Vietnam après Ho Chi Minh Ville, qui est à 1760 km au sud. Vous voyez, c'est vraiment un long pays. L'ancien nom de Hanoï, Tang Long, est parfois utilisé de nos jours comme nom littéraire et poétique de la ville. On trouve dans pas mal d'œuvres littéraires ou poétiques. Il signifie dragon qui se dresse. Je vous avais dit que Lang veut dire, c'est la même chose en chinois, veut dire dragon. Contrairement à Halong, et on parlera tout à l'heure de la baie de Halong, ce qui veut dire dragon qui descend. Donc voilà le palais présidentiel. Donc tout le quartier en fait a des façades jaunes. Là, on se promène un petit peu dans le quartier des ambassades, donc avec tout ce style colonial. Donc voilà, de nouveau des motos. Alors maintenant, je vais vous parler un tout petit peu d'Ho Chi Minh. Donc vous voyez ses dates de naissance et de mort. On le surnommait l'oncle Ho. C'est lui qui a mené le mouvement pour l'indépendance du Vietnam et qui fut l'une des grandes figures de l'instauration de la République démocratique du Vietnam, plus connue sous le nom de Nord-Vietnam. Son mausolée, qu'on va voir en photo, se situe au milieu de la place Ba Ding, où il lut la déclaration d'indépendance après la capitulation du Japon en 1945. Donc voilà le mausolée. Donc voilà aussi le drapeau du Vietnam, j'ai oublié de vous en parler. Donc nous avons eu l'occasion de rentrer en fait dans ce mausolée. Alors c'est un truc absolument incroyable, un petit peu hors du temps. Donc après sa mort, donc en 1969, son corps a été embaumé et placé dans cet immense mausolée. C'est un des endroits les plus vénérés de Halong, les plus visités. Il n'y a pas que les Occidentaux, on voit aussi énormément de Vietnamiens. On fait la queue dans un silence impressionnant, comme si on était dans un bâtiment religieux, avec un tapis roulant, comme on se croirait dans un film, avec la faucille, le marteau. Et il faut revêtir des vêtements longs prêtés pour l'occasion, donc on n'y va pas en t-shirt. Donc voilà, c'est assez, si un jour vous avez l'occasion d'aller là-bas. Alors après ça, nous avons visité le musée d'Ho Chi Minh, qui a été construit en 1985 par les Soviétiques. Et là, c'est aussi très amusant, parce qu'on retrouve, mieux que dans un livre d'histoire, tous les poncifs communistes, la propagande, les symboles, des affiches, etc. Le tout est très kitsch. Il y a aussi la maison de Oncle Ho avec son bureau. Ensuite, l'opéra, qui rappelle un peu l'opéra Garnier à Paris. Voilà, ensuite, on se balade donc dans les quartiers autour. Vous voyez, on peut mettre beaucoup de choses sur une bicyclette. Alors ensuite, vraiment un des monuments, je dirais, les plus emblématiques de Hanoï, c'est la pagode à piliers uniques. Donc mardi, j'ai eu l'occasion donc à Marseille d'aller déjeuner avec une amie vietnamienne dans un tout petit resto. Et il y avait un grand tableau au mur de la pagode à un pilier unique. Vous savez, ces tableaux en nacre, qu'on trouve très, très kitsch. Donc cette pagode date du XIe siècle. Elle a été détruite par les Français en 1954, puis reconstruite à l'identique. Donc avec un joli temple juste à côté. Voilà ce temple. Alors un endroit, ensuite qui est très très typique de l'influence chinoise, c'est le temple de la littérature. Il a servi de collège et de lieu d'examen pour le concours des mandarins. Donc ce système dont je vous parlais tout à l'heure, qui a servi en fait à recruter tous les fonctionnaires dans l'Empire de Chine, où il y avait des examens très très particuliers et très difficiles, qui étaient donc dans tout l'Empire. Et ce qui est intéressant, c'est en fait typique du confucianisme, et Confucius, qui était donc, je dirais, celui qui a mis en place tout ce système d'organisation de la société, les examens, etc., a été ensuite, je dirais, en quelque sorte déifié. C'est pour ça que quand on parle de confucianisme et qu'on voit des statues de Confucius dans un temple, c'est vraiment rendre hommage à l'importance de la culture, de la littérature. C'est pour ça qu'on parle de temple de la littérature. Donc il y a ce mélange entre du religieux et de la culture. Donc,
Donc, on continue de se promener dans le temple. Donc, voici les grandes stèles sur lesquelles on mettait le nom des lauréats, donc tous ceux qui avaient réussi les examens. Donc, tout gravé en caractères chinois, sur des tortues, parce que les tortues sont symboles de longévité. Voilà les grandes jarres. Voilà l'intérieur du temple, où là, on honore, vous voyez, on brûle ces bâtons. Enfin, ce ne sont pas des bâtons, mais sortes de... ces rouleaux-là d'encens. Et donc, devant une statue de Confucius. Alors, vous voyez la fenêtre carrée, c'est de nouveau en fait, le signe de la longévité, mais qui a été stylisé pour tenir sur quelque chose de rectangulaire. Et sur le toit, là à droite, vous voyez, c'est de nouveau une représentation de dragon. Un autre lieu emblématique, très important, donc en plein cœur de Hanoï, c'est le lac de l'épée restituée, un haut lieu de fierté, voilà, de vietnamiens. L'épée pêchée dans ce lac fut à l'origine de la révolte contre l'occupant chinois en 1428. Voilà, on peut se promener autour de lac. Vous voyez qu'il y a beaucoup de vélos. Tout autour de ce quartier, donc voilà, vous voyez quelques images. On voit aussi beaucoup de galeries de peinture. Ils sont très très forts pour copier toutes sortes de peintures. Si vous avez envie de faire voilà, la Joconde par exemple, aucun problème. Ils recopient toutes sortes de tableaux occidentaux, chinois, etc. Beaucoup de choses en lac. On avait à l'époque acheté les couvertures des albums de Tintin, et il y en a certains d'entre vous qui ont voyagé au Vietnam ont peut-être ça chez eux. Il y a notamment, ce qui est une pure invention, mais aussi Tintin au Vietnam. J'aurais pu le rajouter sur les photos. Vous voyez la façon, donc d'abord l'étape, voilà, tous ces chapeaux qui servent en fait surtout pour ceux qui travaillent dans les rizières. Vous voyez le palan, la façon de porter des paniers et des lourdes charges, hein, donc c'est encore utilisé. Donc l'ambiance est voilà, très agréable, c'est très facile de se promener, il n'y a absolument aucun problème. Donc c'est rare voilà, c'est presque le temps du Covid, alors que c'était quand même il y a plus longtemps. Pratiquement personne dans les rues. Vous voyez donc l'étoile hein, du drapeau, vous voyez aussi la faucille et le marteau, vous voyez aussi la façon dont sont écrits les noms des magasins, hein, donc en alphabet latin. Voilà, donc les maisons, hein, rappelez-vous qu'on est quand même en pays tropical, voilà, il fait chaud. Alors, un endroit aussi intéressant, voilà, si vous... Alors, une chose aussi, pardon, que j'ai oublié de dire. Donc, vous avez vu tout à l'heure des photos avec donc, toutes ces mobylettes. Alors, c'est vraiment quelque chose que nous avons appris en allant au Vietnam. D'ailleurs, dans toutes les villes, ça se passe de la même façon. Si vous voulez traverser une rue, alors, il n'y a pas de feu, hein, c'est voilà, un gros bazar, il y a des vélos, des motos dans tous les sens. Alors, la règle d'or, c'est de traverser d'un pas égal, sans s'arrêter. Et là, ce sont les motos ou les voitures qui vont anticiper votre mouvement. Donc, vous arrivez de l'autre côté de la rue sans problème, mais surtout, ne vous arrêtez pas au milieu. Voilà. Donc, ce que je pourrais aussi dire, ce qui est intéressant à visiter, c'est le musée d'histoire, même si peu de choses sont traduites en anglais ou en français. Voilà. Nous avons aussi déjeuné dans une petite gargote où il y avait des énormes bocaux d'alcool dans lesquels trempent des animaux un peu bizarres, des serpents, des lézards, etc. C'est un petit peu curieux. Voilà, il y a un musée d'ethnographie aussi très, très intéressant, qui a été inauguré par notre président Jacques Chirac en 1997. Voilà, ce qui est intéressant aussi, je n'ai pas non plus de photos, c'est le spectacle de marionnettes sur l'eau avec la musique traditionnelle. Voilà, donc maintenant je vais vous parler un petit peu des religions. Vous voyez tous ces bâtons d'encens de différentes couleurs. Donc là, on voit beaucoup ça aussi en Chine, c'est aussi très, très bouddhiste. Alors la vie spirituelle des Vietnamiens, d'hier ou d'aujourd'hui, malgré le communisme, est façonnée par l'influence croisée de plusieurs croyances et religions, le culte des ancêtres, le bouddhisme, le confucianisme, dont je vous ai parlé un petit peu, le taoïsme,
mais aussi le christianisme et l'islam. Au lendemain d'une domination chinoise de plus de 1000 ans, les premières dynasties nationales, donc du 10e au 14e siècle, ont favorisé l'épanouissement du bouddhisme tout en jetant les bases d'une éducation nationale axée sur le confucianisme, donc ce système familial et politique. Et c'est à partir du 15e siècle que le confucianisme a pu, grâce au profond bouleversement de la société, l'emporter sur le bouddhisme, qui était considéré jusque-là comme une religion nationale, et a pu marquer de son empreinte la société médiévale. Les rivalités interreligieuses étaient plutôt provisoires. Le lettré confucéen, qui pratiquait le culte des ancêtres, était lui aussi plus ou moins taoïste, bouddhiste. Vous voyez, c'est un gros mélange. On appelle ça en Chine, donc les trois religions. Elles sont vraiment complètement imbriquées. Le peuple mélangeait ces différents cultes. La cour, elle, n'hésitait pas à organiser des examens spéciaux traitant des trois religions fondamentales. Donc voilà, c'est vraiment ça à garder en tête. Alors juste un exemple. Donc ceux qui ont eu l'occasion de m'écouter parler du bouddhisme ont entendu parler des bodhisattvas. Donc des bodhisattvas sont des êtres qui ont atteint l'éveil, comme le Bouddha, mais qui par compassion décident de rester dans le cercle des vies, des renaissances et des morts pour continuer d'aider les fidèles à eux-mêmes atteindre cet état d'éveil. Et un bodhisattva donc très connu est Kuan Am, que dans le monde chinois on appelle la déesse de la miséricorde, qu'en sanskrit on appelle Avalokiteshvara. Alors le bouddhisme aujourd'hui donc compte à peu près 12% de la population. Rappelez-vous qu'on est dans un pays communiste, donc athée. Le catholicisme représente 8% de la population. Il est présent dans le pays depuis le XVIIe siècle, mais il est vu comme une idéologie occidentale. Et comme une grande partie des minorités ethniques et chrétiennes, c'est vraiment, la police les surveille de très près. Alors, ce qui est assez surprenant, j'imagine que vous pensez à Notre-Dame en voyant cette cathédrale donc, de Saint-Joseph à Hanoï, avec des vitraux de Saint-Roch, de Sainte-Marthe. On rentre à l'intérieur, c'est assez étonnant d'ailleurs, c'est dommage parce que quelque part il n'y a pas eu cette inculturation, c'est-à-dire cette façon de se fondre dans la culture du pays. C'est vraiment resté très occidental. La place devant l'église aussi rappelle celle d'un village de France avec une grande statue de la Vierge au centre. Alors voilà, notamment un crucifix. Et donc voilà, un style bien particulier. Alors, il fallait aussi que je vous parle de ça, parce que c'est vraiment quelque chose d'assez étonnant. Donc une nouvelle religion. Caodaïsme. Une religion syncrétique fondée en 1921 et instituée en 1925 en Cochinchine par Kno Van Chio, un fonctionnaire vietnamien qui disait être entré en contact avec un esprit lors d'une séance de spiritisme. Cet esprit donc donne son nom, A, les trois premières lettres de l'alphabet vietnamien. Rappelez-vous qu'il y a les différents tons, donc on prononce le A de différentes façons. Et puis ensuite, il s'appelle lui-même Cao Dai Thieng Hong, et Cao Dai, c'est être suprême. Et cet esprit va ordonner donc à cette personne de créer la religion. Mais comme celui-ci préfère se concentrer sur une vie spirituelle plutôt qu'une activité politique, il va passer la main donc à quelqu'un d'autre. Et le premier pape, entre guillemets, du caodaïsme fut Lê Văn Trong. Et cette religion a été reconnue en 1926 par les autorités coloniales de l'Indochine française. Elle regrouperait actuellement plus de 5 millions d'adeptes. Vous voyez, c'est assez étonnant. Alors maintenant, je vais parler un petit peu de l'économie du Vietnam. Le sud est très fertile, cultive surtout le riz, vous en doutiez. Produit de base essentiel, c'est aussi un produit d'exportation. Et le Vietnam est le 3e producteur mondial de riz. Les ressources minières et l'industrie lourde sont plutôt dans le nord. Et principal produit d'exportation, le pétrole, représenterait 20% des revenus du commerce extérieur.
Le Vietnam est membre de l'Association des Nations de l'Asie du Sud-Est, l'ASEAN, depuis 1995, de la Coopération économique d'Asie-Pacifique, APEC, depuis 1998, ainsi que de l'Organisation mondiale du commerce, l'OMC, depuis 2007. Il a aussi signé un accord de partenariat transpacifique en 2016. Donc voilà, il commence à y avoir beaucoup plus d'accords entre tous les pays d'Asie du Sud-Est. Voilà, juste une petite chose qui a marqué à l'époque. Il y a eu une grande catastrophe écologique en avril 2016, provoquée par des substances toxiques rejetées en pleine mer de Chine par une usine taïwanaise, Formosa Plastics, et ce qui a empoisonné tous les eaux de la mer de Chine et a fait mourir énormément de poissons, et résultat, énormément de pêcheurs ont perdu leur gagne-pain. Alors après, il y a eu l'usine responsable de la pollution a versé 500 millions de dollars américains, mais en fait, ils ne sont jamais arrivés jusqu'aux pêcheurs avec toute la corruption. Et il y a eu d'énormes manifestations à ce moment-là. Alors, ce que je peux dire aujourd'hui, bon, bien sûr, il y a eu la pandémie, le pays vient tout juste de se rouvrir à l'extérieur. Cette amie vietnamienne que j'ai rencontrée donc mardi, dont je vous parlais, va pouvoir enfin aller voir sa famille, donc sa mère qu'elle n'a pas vue depuis 2 ans. Ce qui s'est passé du niveau économique aussi, c'est que en fait, le Vietnam est en train de supplanter la Chine pour l'industrie du textile. C'est la même chose pour pas mal de choses sur le plastique, les jouets, etc., où la Chine devient plus chère et que voilà, le Vietnam prend la suite. Alors, je vous parlais donc du tourisme. Donc, nous allons continuer de voyager ensemble. Donc là, vous voyez un petit peu tout ce qu'on peut trimballer sur un vélo. Vous voyez les poulets, vous voyez tous ces paniers qui sont des nasses pour la pêche. Alors, vous avez tous entendu parler de la baie d'Halong. Vous vous rappelez de Halong, le dragon qui descend. La route est sur une digue, car le fleuve Rouge déborde souvent. Donc voilà, on passe sur un pont, donc on a doublé ce cycliste que vous venez de voir. Et là, on va emprunter la route qui va vers la Chine. Et ensuite, voilà, on traverse des paysages de rizières, on voit des buffles, des montagnes. Donc on va aller après ensemble, vous verrez des photos. On a vu aussi des mines de charbon à ciel ouvert. On s'est arrêté, là non plus, je n'ai pas de photos, mais dans des fours voilà, où on fait cuire des céramiques. Et on commence peu à peu, donc sur la route, à voir déjà tous ces rochers qui ont une forme bien caractéristique. La baie d'Halong est divisée en 2 parties, dont l'une est zone militaire, parce que près de la Chine, et c'est, paraît-il, infesté de pirates. Et en fait, on a été très très déçus quand on y est allé, parce qu'on n'a vu aucune de ces fameuses jonques que l'on voit sur toutes les cartes postales. Donc je ne peux pas, comme ce sont que mes photos, vous ne verrez pas de jonques. Donc il y a des grottes à visiter, avec des formations calcaires magnifiques. Donc là, on s'est baladé en bateau. Donc regardez, voilà. Donc essayez d'imaginer les jonques, si vous avez envie de les rajouter dans le paysage. Alors un autre endroit donc à visiter, qui n'est pas très loin, qu'on appelle la baie d'Halong terrestre, qui est en fait, donc c'est vers Haiphong, et Haiphong est le 2e port du pays. Et on voit donc tous les bateaux, une activité assez énorme. Alors, une chose assez caractéristique de cette région, ce sont ces grands filets qui sont pour la pêche aux crevettes, donc avec un balancier. Donc ils les font, voilà, les plongent dans la rivière à intervalles réguliers, puis les remontent. Voilà, donc là, nous avons croisé des écoliers avec chemise blanche et foulard rouge, des petits cimetières au milieu des rizières, des cultures de cacahuètes, de mûriers. Au Vietnam, on garde les morts à la maison pendant 3 jours, on les enterre pendant 3 ans, et ensuite on les exhume pour nettoyer les ossements qu'on mettra ensuite dans une belle tombe. Oui, c'est un peu étonnant pour nous. Voilà, donc là on va arriver
dans un relief mais donc terrestre avec aussi ces grandes montagnes. Donc là, on arrive, bon, bien que je vous montre voilà, de nouveau Confucius, on est dans une région qui est catholique à 80%. Donc voilà le drapeau bouddhiste. Alors ensuite, donc après être revenu, d'avoir acheté des nappes sur les bateaux, enfin voilà, c'est l'aspect un peu désagréable voilà, du tourisme, d'être assailli par plein de personnes qui voulaient nous vendre, donc notamment des nappes. Nous avons pris donc le train de nuit pour aller jusqu'à la frontière avec la Chine. Ce qui a été pour nous d'ailleurs le premier contact avec, voilà, avec la Chine. Nous avons été réveillés à 5h30 du matin par un tonitruant « Tea, coffee !» Et là, à ce moment-là, il rentre dans les compartiments et tout le monde boit du thé. Donc on arrive dans une région très très belle, avec des montagnes. Donc là, vous voyez la frontière avec la Chine. Les gens n'hésitent pas à traverser donc, pour aller vendre leurs marchandises. Vous voyez, des fruits, des légumes, etc. Ce qui nous a assez surpris à ce moment-là, c'est qu'on a vu démolir, alors non pas avec un bulldozer, mais au marteau, des maisons afin d'élargir les routes. Et ensuite, donc, nous avons continué jusqu'aux montagnes, en longeant le fleuve qui fait la frontière avec la Chine. Donc voilà des rizières en terrasse. Donc il y a des cultures de maïs, de thé vert. On arrive à Kankao, où a lieu le marché du samedi des montagnards, où notre voilà, minibus s'est embourbé. Les routes ne sont pas très très bonnes. Et du coup, on en a profité pour partir à pied dans les rizières, accueillis par tout le monde. Vous voyez, ils étaient très contents voilà, de poser pour la photo. Donc là, vous vous rappelez des différentes ethnies dont je parlais au début, donc les Hmong en costume bariolé. Attendez, oui, je vais revenir là. Les hommes ont des chemises noires, les femmes ont ces beaux costumes brodés, avec donc des tuniques, des jambières. Et on va aller jusqu'au marché, on trouvera du piment, des litchis, du tabac que les gens fument dans de gros bambous, des bijoux, des petits objets en aluminium, des vêtements, des tissus, des petites tomates, des buffles, des chevaux. Ensuite, on arrive à Baka. Donc voilà une scène très très vivante. Donc vous voyez là on voit de plus près tous les tissus, toutes les couleurs, hein, y compris sur les portes bébés. Tout est très beau. Les paniers, vous voyez aussi ces grands paniers dans lesquels ils portent donc toutes les marchandises. Hein. Les gens font parfois des kilomètres et des kilomètres pour venir vendre donc leurs marchandises sur le marché. Ce qui nous a surpris, ça a été tous ces haut-parleurs de Radio Vietnam. Alors bien sûr, on ne parle pas le vietnamien, mais une espèce de, voilà, de propagande. Il n'y a jamais de silence entre musique martiale et slogan toutes les heures. Et ces haut-parleurs ont été décrétés inutiles par le gouvernement seulement en janvier 2017. Mais ça devait être absolument infernal de vivre avec ça tout le temps. Donc là, vous voyez, voilà, tous les costumes, les bijoux, les porte-bébés. Et les sandales, vous voyez, les femmes portent des sandales. Elles ont le type très... ouais, c'est ça, des Chinois des montagnes. Donc, ce n'est pas du tout les mêmes visages que les Vietnamiens de la plaine. Alors, je voulais dire une petite chose sur ces maisons. Ce style de maison, qui n'est pas du tout le nôtre, on le retrouve aussi d'ailleurs au Cambodge. Et en fait, l'explication de ces façades très étroites, souvent recouvertes de carreaux, c'est tout simplement qu'il y a un impôt en fait qui est calculé sur la largeur de la façade. Donc les maisons sont très très étroites et très profondes. Donc là, vous pouvez voir un petit peu tous les légumes qui sont vendus sur le marché, sur la photo de droite.
Voilà, donc jeunes femmes, vieilles femmes, qui, voilà, qui passent la journée pour vendre des tissus, des très beaux tissus, voilà, très, très épais et très colorés. Donc nous avons continué, voilà, de marcher un peu autour du village. Donc voilà tous les chevaux sur lesquels ils sont arrivés en fait des montagnes. Voilà des petits enfants qui ont posé pour la photo. Donc c'est vraiment une région qui en vaut la peine, qui est très, très belle et c'est très, très facile de se promener. Là j'ai fait un montage entre deux photos. Donc vous voyez, c'est pour ça que voilà, qu'il y a une ligne au milieu et ben, on voit que, voilà, que pour cultiver les légumes ou le riz parfois, donc dans ces terrasses, on utilise des techniques très, très anciennes. Donc vous voyez ce buffle, vous voyez cette charrue tout en bois. Et ce qui est étonnant, c'est qu'ils arrivent à cultiver jusqu'à 3 à 4 récoltes par an de riz. Donc le buffle est généralement pour ces familles la richesse principale. Donc on en prend grand soin. La vie est dure. Voilà, pour aller chercher le bois pour ensuite faire la cuisine. Donc les gens ici, dans ces tribus des montagnes, sont bouddhistes, mais ils ont aussi le culte des 3 génies et celui des ancêtres. C'est très organisé. Le chef du village se rend tous les mois à la commune, qui elle-même rapporte au district, qui lui-même rapporte à la province. Donc on est dans un système communiste très, très structuré. Il y a l'école à partir de 6 ans pour tous, avec une école pour 3 villages. Donc là aussi, les enfants marchent beaucoup pour aller d'un endroit à l'autre. Le service militaire volontaire, entre guillemets, de 2 ans, et une bonne éducation secondaire pour les jeunes, les garçons et les filles. Donc voilà, je vous ai à peu près dit tout ce qu'ils vendaient sur le marché, hein, chevaux, buffles, cochons, chiens, poussins, canetons, des petits oiseaux dans leur cage, des tissus, des bananes, des litchis, des cacahuètes, des ananas, des pastèques. Donc ensuite, nous quittons Baka pour aller à Lào Cai. Et ce qui nous a beaucoup surpris, c'est pour ça que j'ai pris en photo, c'est de ces bornes kilométriques, on se croirait en France. Les rizières sont très belles. C'est toujours une couleur, un vert très très particulier. Donc là, vous voyez une personne qui repique au milieu avec son chapeau conique et qui repique des petits plants de riz. C'est un travail très dur. Voilà d'un peu plus près donc tous les légumes que l'on peut trouver. Vous voyez les petits citrons, les piments bien sûr, qu'on trouve dans toute la cuisine. Vous savez que ce sont les petits grains qui sont le plus fort. Si vous prenez un piment, vous enlevez bien les grains, ça sera moins fort que si vous les laissez. Voilà, avec toutes sortes de légumes dans ces beaux paniers. Et donc les piments, là à droite, vous voyez dans le grand panier, ce sont des piments coupés et séchés. Alors, bien sûr, on va parler maintenant un petit peu de la cuisine qui est très bonne et très, très parfumée, mais je suis sûre que vous connaissez, hein, vous connaissez les nems, donc les rouleaux de printemps, voilà, crus, hein, alors que nem c'est frit. Cette soupe avec des nouilles dans lesquelles on met donc du citron vert, donc il y a généralement un petit peu de bœuf, un peu de piment, donc le faux. Et je vous parlais tout à l'heure de ces fameux bocaux dans lesquels on voit des animaux un peu bizarres. Mais paraît-il que l'alcool est très très bon. Ben, je n'ai pas goûté. Et un condiment principal est le nuokman, je suis sûre que vous en avez entendu parler, qui est une sauce d'anchois ou de différents poissons fermentés dans du sel. Donc c'est très 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 fort. Bon, on ne peut pas aller au Vietnam sans remarquer ces tenues. Alors on voit quelquefois des femmes en vélo,
comme ça, mais ce n'est pas forcément très, très pratique. Donc, c'est une tenue très, très saillante. Voilà, mes filles et moi, nous en avons fait faire. Et donc, c'est un pantalon voilà, assez large et une tunique très échancrée, mais qu'on ne porte jamais tout seul, hein. Il y a toujours un pantalon à haute taille, qu'on prononce de différentes façons selon la région du Vietnam. Alors maintenant, je voudrais passer un peu de temps sur des livres, sur des films, puis on prendra le temps aussi de discuter si vous avez des questions. Car pour moi, chaque fois que j'ai voyagé donc, dans ces pays du sud-est asiatique, j'avais toujours à cœur de lire des romances passant dans le pays, avant et pendant, pour vraiment rentrer dans l'ambiance. Donc voilà, je vais vous confier certains de mes coups de cœur. Alors d'abord cette trilogie que j'aime beaucoup et que j'ai lue plusieurs fois, de Erwan Bergo, Sud lointain. Donc, vous voyez qu'il y a 3 livres, Le courrier de Saigon, La rivière des parfums, Le maître de Bao Tan. Et en fait, c'est toute l'histoire de la présence française en Indochine. 4 jeunes gens arrivent à Saigon en 1900 et vont faire leur vie dans ce pays, qu'on n'appelle pas encore le Vietnam. Et donc, voilà, si vous aimez les grands romans avec grandes épopées, donc cette fresque traverse 3 générations, avec des personnages très attachants et de belles relations entre donc, le colon français et les Vietnamiens. Et c'est aussi écrit de façon tout à fait agréable. Donc voilà, à lire et relire. Tout à l'heure, je vous ai parlé, quand j'ai parlé de l'offensive du Tet, je vous ai parlé de ce livre, Riz Noir, voilà, qui est un petit bijou. Premier roman d'une jeune Vietnamienne vivant à Paris, écrit à partir de l'histoire de 2 sœurs adolescentes internées dans le bagne de Pulo Condor. Donc on y retrouve toutes les senteurs et les couleurs du Vietnam. Et c'est bon, voilà, surtout une histoire de femme, de résilience. Très bien écrit, un très beau petit livre. Je vous laisse écrire le titre. Bon, L'amant de Marguerite Duras, ça je pense que vous connaissez tous. Voilà, c'est plus, je dirais, plus classique. J'ai plutôt envie de passer du temps sur donc ce livre de Graham Greene, donc A Quiet American. Donc là, je vous ai mis la version française. Un Américain bien tranquille. Donc le livre se passe à Saigon, donc au Ho Chi Minh Ville, en 1952. Une belle étude de caractère dans ce triangle composé de Phuong, jeune femme vietnamienne que se disputent 2 hommes, un journaliste anglais, Fowler, pragmatique et cynique, et un Américain idéaliste, Pyle, pour qui les idées prennent le pas sur les hommes. Donc c'est, voilà, un livre tout à fait intéressant. Ensuite, Terre des oublis. Donc là, un énorme bouquin de 800 pages, mais qui se dévore, hein. Je l'avais lu en quelques jours, je pense en faisant pas grand-chose d'autre. Avec un livre magnifique, avec une belle puissance d'évocation. C'est l'histoire de Mien, dont le premier mari, Bon, est mort pendant la guerre. Elle forme un couple heureux avec Rohan, avec qui elle a un fils. Mais son premier mari va réapparaître après 14 ans. Et par devoir, sa femme va reprendre la vie commune avec un homme qui a été complètement détruit par les combats et ses années dans la jungle, et dont l'obsession sera d'engendrer un fils. Et dans ce livre, toutes les sensations sont rendues de façon très forte. La nourriture, les odeurs, les sentiments, les rêves et les fantasmes qui prennent corps et qui nous emportent. Donc c'est superbe. Je vous conseille si vous ne le connaissez pas. Alors, est-ce que je vous ai mis la couverture? Non, je reviens là. Alors, j'ai oublié de vous mettre la couverture. Au-delà des illusions, de Duong Tu Hong. Au-delà des illusions. Voilà, donc là, c'est plus politique. Donc, c'est un roman d'amour vietnamien où la soif d'absolu de Linh se heurte à ce qu'elle appelle la compromission de son mari, dans un régime où le mensonge et la soumission rapportent plus que la vérité. Donc, voilà, c'est assez dur, mais intéressant. Ensuite, À nos 20 ans, qui est vraiment, vous le voyez d'après la couverture, hein, c'est plus un roman sur la jeunesse, sur le mal de vivre.
Une très belle peinture du Vietnam qui est différente de tous ces romans que l'on peut lire, qui sont souvent du temps de la colonisation ou qui parlent de la guerre du Vietnam. Là, c'est vraiment le Vietnam d'aujourd'hui. C'est un regard cru, mais à la fois plein de poésie, plein d'humour, à la fois cruel et à la fois plein d'espérance. Voilà, que je vous conseille aussi. Le sympathisant, un livre aussi qui a eu pas mal de succès, sorti il n'y a pas très très longtemps. Ouais, je l'ai lu en anglais il y a 6-7 ans à peu près. Alors c'est un autre point de vue sur la guerre du Vietnam et tout ce que les Américains ont pu en dire, notamment à travers leurs films, dont je vous parlerai après. Alors je ne veux pas dévoiler tout, mais le narrateur est une taupe, un agent communiste du Nord, travaillant pour un général du Sud, et on découvre peu à peu qu'il est le fils d'une Vietnamienne et d'un prêtre français. Le livre est le récit de sa confession, écrit avec un humour décapant et un grand sens de la dérision. Un très bon bouquin, assez déroutant, on ne comprend pas très bien hein, au début, on met du temps à rentrer dedans. Et aussi, pareil, j'ai oublié de vous mettre la couverture, donc L'adieu au Vietnam de Jean-Marie Montbarbut. Ah, ça s'écrit Mont, M-O-N-T, Barbut avec un T à la fin. Encore autre chose. L'épopée d'un jeune garçon qui, suite à une déception amoureuse, va s'engager dans la Légion étrangère au moment de la guerre d'Indochine. Il va découvrir un pays dont il rêvait. Son arrière-grand-père en était revenu un siècle plus tôt sans avoir pu épouser la femme qu'il aimait, donc une Vietnamienne. Et c'est très beau. Donc l'adieu au Vietnam. Voilà, voilà. Alors maintenant, moi, je pense que là, vous connaissez peut-être un peu plus. Hein, j'ai peut-être pas forcément besoin de raconter l'histoire. Donc j'ai essayé de mettre en ordre chronologique. Alors des films, il y a eu beaucoup de films faits donc, sur la guerre du Vietnam. Voyage au bout de l'enfer, qui est sorti en 78. Platoon, en 86. Ensuite, donc Apocalypse Now, en 79, donc le film de Coppola, avec Marlon Brando. Un film violent, avec cette fameuse scène avec les hélicoptères et la musique de Wagner. Un autre style, donc Good Morning Vietnam, donc là plus une histoire de, voilà, à la radio, hein, vous voyez sur la photo, avec Robin Williams, aussi un bon film sur le Vietnam, alors beaucoup plus violent, Full Metal Jacket, qui est sorti en 87, un film de Kubrick. Alors, un autre style, donc Indochine, avec Catherine Deneuve, ce film qui est sorti en 92 sur l'Indochine française entre 1920 et 1950. Et un très beau film franco-vietnamien, L'odeur de la papaye verte, qui est sorti en 93 et qui est, voilà, qui est une peinture de Saigon dans les années 50. Donc voilà, bah écoutez, j'ai terminé un petit peu plus tôt, mais je suis à votre disposition pour toutes les, voilà, les questions que vous pourrez me poser, peut-être notamment sur la religion et la culture, par exemple, parce que je ne me suis peut-être pas suffisamment étendue. Donc voilà, je vous laisse la parole. Oui, Agnès. Vous êtes toujours là, c'est bon? Oui. Si vous avez des questions, vous êtes invités, vous pouvez allumer vos micros. Et je vais revenir à la carte.